Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de, bien sûr, la réserve stratégique qui a été réannoncée par Donald Trump ce week-end, ce dimanche. On va également parler, bien sûr, de l'assassinat politique de Zelensky, si jamais on a le temps, et on parlera de délit d'initié, c'est-à-dire, bien évidemment, de ces personnes qui ont potentiellement, bien sûr, des grands intérêts dans la crypto, mais à la fois également qui sont dans le board, finalement, de notre ami Donald. On parlera structure énormément, donc voilà, ça risque d'être une vidéo assez dense. N'hésitez pas à aller prendre un petit peu des pop-corn, un papier, un crayon, et on y va pour cette vidéo. Alors, BTC en daily, j'ai un petit peu bougé la trend du bas, celle-ci, là, enfin, le bas, on va dire, de cette espèce d'élargissement potentiel, pour le moment. En tout cas, si on peut dire qu'on avait perdu le range, on est désormais à minima en train d'essayer de le réintégrer. On va voir ici quels sont les endroits vraiment importants à signaler. Je prends une autre chart pour qu'on y voit un petit peu plus clair, parce qu'en daily, c'est un petit peu chargé. Vous voyez ici, en gros, le range. Déviation potentielle sous le range, on vient peut-être de le réintégrer et à ce stade, ce qu'il faut dépasser, c'est un petit peu le précédent support, d'accord. On a couvert ici bien sûr cette espèce d'imbalance. Globalement sur le weekly, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on avait établi, on avait bien appuyé sur ce scénario la semaine dernière. La dernière vidéo, elle date de vendredi, en disant, si on arrive à faire un très beau hammer sur cette bougie, c'est-à-dire, et comprenez bien qu'on parlait de ça, on était à 83 000 $, donc c'était, il fallait quand même avoir les balls ici de le faire à ce moment-là, le support weekly, ici, vous le voyez, c'est tenu, d'accord, on a un très beau hammer. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est ne pas repousser sur le point de contrôle. Je sais pas si vous le voyez, le point de contrôle, il est là. Point de contrôle, c'est quoi? C'est l'endroit dans la figure, on va dire, où on a le plus de volume, globalement, et d'une certaine manière, vous voyez que c'est l'endroit qui repousse, à peu près là, dans cette zone, depuis la montée, globalement. Comment je vois les choses plus ou moins sur le daily, on va aller assez vite là-dessus, mais globalement sur le daily, j'aurais tendance à dire que à ce stade, on comprend que ça c'est une prise de liquidité. Peu importe la news, c'est à peu près par là, on va dire que que Trump réannonce son intention de s'occuper de l'executive order qu'il avait déjà prévu, qu'il avait déjà donné. Donc en soi, c'est juste un tweet, l'histoire, d'accord? C'est pas nécessairement... Alors ça permet évidemment à la liquidité... Là, vous allez comprendre que on a wipe out encore 1 milliard, puisque le marché était passé massivement en short, et que donc du coup, au niveau liquidité, en termes de manipulation, c'est relativement magnifique, d'accord? Donc est-ce que c'est un piège? Ça c'est la première chose. Est-ce que c'est vraiment on tient un support? Est-ce que on va venir essayer d'aller combler plus bas? On va dire que pour le moment, en tout cas sur le daily, difficile de parler de tendance baissière tant qu'on n'a pas perdu ce haut là. Et quoi qu'il en soit, on n'est même pas au contact de la trend de départ, d'accord? Donc à ce stade, et pour le moment, soit c'est un rebond, et puis on va du coup rejeter, rester un petit peu dans cet élargissement que j'ai schématisé ici rapidement sur cette structure en daily comme ceci. Je parle de cet élargissement-là. D'accord? Rester là-dedans. C'est-à-dire revenir retester des choses un petit peu plus bas. Par exemple, ici, cette petite vallée. Retester et revenir là pour le coup péter, d'accord, et où du coup se reprendre. La question ici, vous comprenez qu'en termes de volume profile, elle se pose dans cette espèce de grosse imbalance là. Est-ce que je réponds à une imbalance par une autre imbalance et je me reprends, ou est-ce que j'ai besoin de finalement venir couvrir à peu près un range entre 70 et 90? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut ici, auquel il faut réfléchir à ce stade, c'est-à-dire la structure se reprend, elle casse, on pète la distribution, on va littéralement aux 147 000, à minima aux 120 000 $ direct, d'accord, ce qui est une possibilité, mais il va falloir une news pour ça, et pour moi, comment expliquer ça? Il y a deux choses importantes qui vont sortir dans le courant de la semaine prochaine. Pour moi, c'est une non-news, parce que c'est juste un tweet de Trump, qui finalement réitère ce qu'il avait dit déjà par le passé. Par contre, ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est que Trump, il est élu ici au 5 octobre, et Trump, il aime pas trop que, ici, avoir vu le prix, entre guillemets, descendre. Il est élu autour du 5 novembre, enfin, c'est l'annonce ici de son élection. Donc, je pense pas que Trump n'ait envie qu'on vienne revisiter ces zones-là. C'est-à-dire qu'il va dire, depuis mon élection, il pourra dire à ce moment-là, depuis mon élection, c'est potentiel, encore une fois, ça reste potentiel.
Et comprenez bien également, et ça c'est très important, que ces gens-là qui ont une influence énorme sur la crypto, au plus ils vont tweeter et utiliser ce pouvoir d'influence-là, au plus ce pouvoir d'influence va fade. On l'avait vu avec Elon Musk, il y avait un effet Elon Musk dès qu'il tweetait quelque chose qui était relativement énorme, et puis finalement après, on a senti que il avait un petit peu trop usé de ça, et du coup, que finalement, cet effet influence ne marche plus au bout d'un certain moment. Vous avez un certain nombre de crédits, c'est comme un petit peu des points de mana, vous voyez, quand vous êtes dans un jeu, là ils ont un certain nombre de points de mana qu'ils pourront utiliser. Donc grosse question, est-ce qu'on couvre ça ou pas, d'accord? Et ça c'est à vous d'y répondre, moi je j'ai pas besoin d'y répondre, j'ai juste besoin de vous dire, il y a quelque chose ici peut-être à couvrir, si on se balance et qu'on vient couvrir toute cette zone, c'est possible. Je peux le voir également si je vais faire un petit tour sur iBit et ce genre de choses, on va voir ici à quelle heure, comment ouvre iBit et où est-ce qu'on en sera sur BTC. On va pas trop développer là-dessus, mais juste rapidement. Ici, vous voyez que en gros, on avait un petit quelque chose à couvrir ici. Alors, on va pas couvrir tous les gaps sur iBit. iBit, c'est finalement la cotation de Bitcoin sur les heures de cotation américaine, d'accord. Et ça, il y a aucun problème avec ça. Voilà. On avait ici probablement que aujourd'hui, on va se balader là-dedans, plutôt dans le finalement le gap de la semaine dernière. Les choses qui se passent le week-end, assez souvent, il faut faire attention. Donc voilà. Et ce tweet a été fait effectivement. Et on va le voir quand on ira traiter le fondamental, un dimanche, d'accord? Excusez-moi. Ok, alors excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais globalement, voilà, l'idée, elle est importante et on va le regarder plus ou moins sur du 3 ou 4 heures, c'est de bien finalement s'affranchir, encore une fois, du point de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Je vous le mets ici graphiquement, mais globalement, c'est de bien redépasser celui-ci, d'accord? Revalider, ne pas valider une inversion de polarité au niveau de la manière dont les supports les supports peuvent se transformer en résistance, ou plutôt l'inverse, les résistances peuvent se transformer en support. C'est plutôt comme ceci que je vois les choses. C'est-à-dire que si jamais on zoome un petit peu, bon, grosso modo, le point de contrôle, vous le voyez, il est à peu près ici à 96. Ce qu'on avait dit, nous, c'est attention d'une certaine manière, une fois que l'imbalance sera couverte, c'est-à-dire si jamais on avait ce rebond, puisqu'on n'avait aucune certitude que ça allait être le cas, mais il se trouve que c'est le cas, donc du coup, voilà, on rentre tout à fait dans le scénario de base de ce rebond. Il y a une première chose, c'est-à-dire qu'on était ici descendu comme un très joli élargissement comme ceci. Globalement, il était très puissant. Et si à la cassure on doit établir une target, ça serait plutôt 102, 103. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que en matière, on va dire chartiste, pour ceux qui veulent pratiquer le chartisme, ceux qui ne veulent pas, vous regarderez plutôt tout ce qui est volume profile et tout ce qui est bien évidemment imbalance, etc. Voilà, ou autre. De toute façon, quel que soit votre système de trading, globalement ça va à peu près à chaque fois au même endroit et l'idée reste à peu près la même. Elliott, ce que vous voulez, c'est, je trouve, en tout cas, les concepts se rapprochent plus ou moins. C'est juste pour moi, je trouve, une manière différente de dire les choses, d'accord? Donc globalement, bien repasser le point de contrôle ici, qui se trouve finalement, typiquement, voilà, sur la zone des 96. On voit également que, on n'a pas encore pété la grosse distribution qui est là, donc du coup, pour le moment, on peut pas parler de autre chose qu'un retracement haussier, ok? Donc il y a deux scénarios là-dedans, c'est celui de ça rejette à la fois donc inversion de polarité sur les 95,5 finalement, et c'est typiquement, vous le voyez ici, ce pic qui a rejeté, c'est-à-dire que j'ai couvert l'imbalance sans trop de problèmes, et ensuite je suis venu à rejeter sur le pic. Comment se font ces choses-là? Alors il y a plusieurs manières je dis assez souvent, vous devez avoir une phrase pour établir une inversion de polarité, par exemple, c'est quoi la phrase, on va dire? C'est tout simplement tous ceux qui avaient acheté ce support ici se sont fait peur sur la descente. Dans d'autres UT, il y a d'autres choses, bien évidemment, mais se sont fait peur sur la descente. On parle d'acheter spot ici, puisque globalement de 94 à 76, voilà, et viennent revendre à leur point d'entrée, d'accord? Donc pendant X temps, on a passé du temps à travailler ça comme un support, donc c'était une zone d'achat. Typiquement, les traders de range, toutes ces choses-là, etc., ou même simplement les gens qui cherchaient un point d'achat. Ça, c'est propre, et derrière, vous voyez qu'ils se sont fait peur ici. Ils ont fait finalement des traces de pneus au travers de leur joli slip de trader. Et puis là, finalement, l'inversion de polarité, c'est quoi? C'est je revends à break-even. Donc voilà. Deuxième chose également, vous avez, on va dire, ceux qui auront plutôt shorté l'histoire ici.
qui finalement auront effectivement pris des profits sur la descente, bien entendu, mais là on revient à leur point d'entrée, et donc du coup, ceux qui ont short la perte du support, à l'inverse, et ben finalement ici sont en train de re-shorter l'histoire, ou, pardon, excusez-moi, de clôturer leur short. Donc ça c'est l'autre possibilité, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on réintègre par-dessus, et puis troisième possibilité, tous ceux qui viennent à shorter le retest, vous le voyez ici, il y a des choses qui sont relativement évidentes dans la structure, c'est-à-dire que ici, je reviens finalement retester la borne basse du petit range dans le range. Comprenez qu'ici c'était 91, cette borne-là, et 91, on l'a short squeezé, il n'y a aucun problème avec ça, mais je vais vous expliquer pourquoi derrière, parce qu'il y avait une très belle poche de liquidité à 89 également. Ça on en avait déjà parlé la semaine dernière, donc ça c'est pas la peine de réitérer un peu ce qu'on a déjà dit, mais ce qu'on avait dit aussi c'était attention sur la zone des 92,8-93. Moi j'avais remis un TP sur un long que j'avais mis sur cette zone là, j'avais remis un TP à 93 500, on en avait déjà parlé également, et en l'occurrence ici de pas que ça soit pas un rejet, juste tout simplement par cette trend. Et pour le moment, comprenez bien que la tendance de fond, et donc on a aussi des traders de tendance ici qui vont finalement se manifester, la tendance de fond sur une UT, on va dire 4 heures / daily et baissière. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas le retournement de la structure à 98, on n'a pas de retournement en soi. J'aurais tendance à privilégier vraiment le point de contrôle, c'est-à-dire 96 comme étant un endroit extrêmement intéressant à passer si jamais on veut se remettre. Et j'aurais tendance à dire attention parce que sinon c'est vraiment la zone, c'est vraiment 90 à 70 qui va être, on va dire, toute cette zone un peu privilégiée, c'est-à-dire tout simplement une nouvelle jambe baissière. Ok ? Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, tout est limpide. Ne pas se faire avoir également par, c'est juste un tweet de Trump, d'accord, qui réitère finalement ce qu'il avait dit avant. Je dirais que les vraies news, elles vont se mettre le 7, le jour où ils auront effectivement leur réunion, le 7 mars, il y aura de la vraie news qui va probablement tomber. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est également le prochain CPI qui, je crois, est le 12 mars, sera crucial. Tous les CPI sont cruciaux à partir de là, puisque le marché regarde quand même énormément ce qu'il se passe du côté des CPI. Donc, plusieurs possibilités ici, déjà, de base, quand on regarde à peu près, globalement, la structure daily, etc. C'est d'abord, on casse cette distribution, ce qui serait bien, on vient short squeezer tout ça, super, excellent, on se réinstalle au-dessus, et ça redevient un support, pas de problème. On a purgé sous le range, c'est propre, maintenant on va aller purger au-dessus, en tout cas c'est une des possibilités, ok. Deuxième possibilité également qui existe, c'est par contre on rejette, on fait une vague supplémentaire, on revient tester pour le coup la trend de long terme, là vous comprenez qu'on a testé la verte, mais en soi, venir tester la turquoise désormais est totalement dans le scope, plus ou moins ces niveaux-là, 75, peut-être même légèrement en dessous, pourquoi pas 69, avec une belle déviation sous cette trend, c'est des choses qui restent possibles, puisqu'on a perdu, je dirais, 83 ou 80, enfin je dirais même plutôt 84, 85 en l'occurrence. Tout reste possible, un rejet est tout à fait possible, etc., etc. Donc, est-ce que ce tweet de Trump est un bull trap ou pas? C'est ce qu'on va un petit peu regarder sur la liquidité. Pour le moment, déjà, quand je regarde plus ou moins la 15 minutes, le sentiment, c'est que j'ai quelque chose de impulsif ici, correctif là-dedans, impulsif ici, et pour le moment, ça reste assez correctif là-dedans. Donc, si on pète, on aura une impulsion supplémentaire. Quand je dis ça reste assez correctif, attention, puisque c'est quand même assez pentu, mais globalement assez correctif, en tout cas, je trouve. Donc, en 15 minutes, globalement, le signal, c'est on casse cette distribution-là. D'accord ? Premier signal qu'on va effectivement venir chercher tout simplement les shorts ici qui sont dans la structure. Est-ce qu'on est au bon endroit pour rebondir ? Légèrement plus bas, on a quelque chose d'intéressant, je trouve. Ici, pour le moment, on va mettre les niveaux, mais globalement, et j'en suis déjà sur le 15 minutes, et je pense que c'est à peu près un niveau 15 minutes. Vous voyez que ce qui s'est manifesté, c'est quand même plus ou moins ce qui s'était passé dans cette petite structure-là. Bim, d'accord ? Et par ailleurs, qui a plus ou moins été très légèrement revalidé au moment où on a temporisé ici dans cette petite structure-là. D'accord ? Donc ce que je veux voir, c'est cassure de la 15 minutes, et on tient ce niveau en 15 minutes. Il y a un petit quelque chose ici qui est peut-être plus flagrant, qui était plus flagrant, je dirais en tout cas, en termes de résistance, qui n'a pas forcément énormément, c'était plutôt du 1 heure, mais ici on voit un petit quelque chose qui a à peine fonctionné sur cette idée que ça résiste à nouveau, et la structure de retournement, vous l'avez sous les yeux ici, elle a pris forme ce week-end, c'est cette épaule, tête épaule inversée qui est ici. Donc voilà un peu l'étude de la structure, je dirais, sur BTC. Est-ce qu'on a perdu le 4 heures qui est en bas? Oui, donc on peut nettoyer ça ou le descendre. Je pense plutôt même que c'est devenu un daily en fait, si on regarde, on va regarder ça vite fait. Il est pas incroyablement, c'est ça. Il peut être, bon, ok, on va le noter, mais il est pas. J'aime pas trop les délits de toute façon, parce qu'on peut faire beaucoup de choses en une journée. On l'a vu déjà, ne serait-ce que sur
grosso modo, ce qui s'est passé à peu près sur 3-4 jours, hein, on avait dit, si le weekly, tiens, c'est la configuration la plus boule, en fait, qu'on puisse avoir, doublée de si jamais on pète le point de contrôle de l'ancienne descente. Donc voilà, là, on est à la porte du bull trap. C'est-à-dire que si on rejette vraiment sur ce niveau-là, eh ben c'était un très joli bull trap. Et à l'inverse, on est également totalement dans une possibilité que le niveau weekly y tienne et qu'on revienne renettoyer et il y a de la liquidité au-dessus. Alors, le funding est passé excessivement négatif, on va le voir quand on va traiter la liquidité, mais avant ça, un tout petit tour sur Ethereum, Bitcoin, qui, je dirais, n'est pas en reste sur cette histoire, mais quand même, Alors... J'ai presque envie d'aller sur le fondamental d'abord et de parler d'Ethereum derrière. Bon, d'une certaine manière, en tout cas, on perd le 4 heures qui est là. Vous le voyez ici, il y avait un petit range sur Ethereum contre Bitcoin et on le perd. Et pour le moment, j'ai envie de dire qu'on n'est pas en train de réintégrer non plus l'histoire, d'accord ? Ça, c'est pas très joli. La seule chose de joli là-dedans, c'est qu'on casse la distribution qui était en cours ici, en perdant un peu l'histoire, et ici, pour l'instant, on est sur un petit support, mais qui est lui-même est littéralement en dessous, et il n'y a pas eu pour le coup, il y a eu inversion de polarité, sur ce support, qui désormais semble être devenu résistance. Donc le 4 heures qui s'était positionné ici, plus ou moins à la hausse, d'accord, était comme un support, et bien finalement est en train de nous rejeter à la baisse, attention à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur Ethereum, si jamais il doit y avoir structure de retournement, et là on est sur le 4 heures, vous comprenez qu'elle est peut-être en train ici de se dessiner en épaule tête épaule, mais il faudra pour ça casser 2005 qui lui-même est devenu résistance, d'accord ? Donc là c'est un peu la même chose, vous comprenez qu'ici c'est... le point de rejet que j'avais mis en 15 minutes avant-hier ou plus, je sais plus si on l'a mis avant-hier ou pas, mais voilà, vous voyez que c'est limpide, hein, et... excusez-moi, mais pour le coup, j'ai pas mieux que ce système-là des temporalités, des niveaux, parce que c'est limpide, c'est tout simplement le truc les entrées les plus belles, les plus pixels, j'ai jamais trouvé mieux que ça. Et là, en l'occurrence, vous comprenez que de 2516 à 2355, celui qui avait joué, ne serait-ce qu'à l'aveugle déjà, même un petit short sur ce niveau, il aurait été déjà très largement dérisqué, ou en tout cas, il aurait fait un très joli trade. À ce stade, et pour le moment, que faut-il tenir sur Ethereum pour rester haussier ? J'aurais tendance à dire que la petite trend à l'accumulation ici, qui nous donne 3 touchettes, je pense, on va y arriver à la prendre, voilà, non, pas du tout, qui nous donne 3 touchettes, peut être un endroit intéressant, pour en donner une 4e, pourquoi pas. D'accord ? Donc à ce stade, on a quand même une conjonction potentielle de faire quelque chose comme ça, ok ? Si ça doit tenir, ça doit être là. Globalement, vous avez ici un triangle ascendant et ou un W, comme vous voulez, qui touche déjà sa target, et pour l'instant, un rejet. S'il n'y a pas d'épaule tête-épaule inversée, et si on ne tient pas, je dirais, ce creux-là, en l'occurrence ça, mais je dirais même plus l'inversion de polarité de la ligne de coup du W ou du triangle rectangle, pour moi, le rejet ici, oui, il y a un petit rejet quand même, si, oui, on peut dire que c'est un triangle rectangle. C'est la même target de toute façon à la fin, et globalement, elle est touchée, il n'y a pas de souci, donc là-dessus, c'est propre. Si on ne fait pas tout ça, c'est à nouveau plus bas sur Ethereum. Globalement, si on le fait, en revanche, il y a des choses qui s'activent un petit peu. C'est un peu comme sur BTC, hein. Puisque, comprenez bien que, et là vous comprenez qu'on est en train de parler d'une structure avant qu'elle n'arrive, mais on est sur un support, je dirais, séculaire. Enfin, séculaire, vous comprenez que des fois, on est sur un support très professionnel, voilà, j'aurais tendance plutôt à dire ça, puisque ici, par 1, 2, 3 et 4 fois, Ethereum est peut-être en train de nous poser une flat, et il est peut-être en train de nous poser un bottom de flat. Maintenant, il faut bien comprendre que pour ça, et pour ce faire, il va falloir qu'il casse la distribution ici qui est en cours, et pour casser cette distribution, il va falloir qu'il nous valide déjà, dans un premier temps, cette fameuse épaule tête-épaule inversée, ici. Cette épaule tête-épaule inversée, si jamais elle casse, aurait éventuellement pour target de venir à casser cette distribution-là, venir également à ne pas refuser sur, je dirais, la résistance historique. Et là encore, je mets des grands mots devant, c'est pas historique, c'est depuis le 3 février 2025, on va dire ça comme ça. Quand je dis historique, c'est voilà la résistance monthly, on va appeler, enfin la résistance du mois dernier. Et puis arriver à casser ça, et là ça devrait short squeezer assez fort pour éventuellement déjà à minima revenir autour des 3004
ou refuser sur cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 3000. Ok, c'est les plusieurs scénarios qui sont bien évidemment en cours. Petit 1, je refuse, d'accord, pourquoi pas sur ce niveau et pourquoi pas à partir de ce niveau-là, auquel cas on le verra si on perd l'accumulation. Petit 2, je viens à minima à retracer haussier jusque-là, mais en soi, j'aurais quand même déjà montré une possibilité de se retourner. Si jamais même on fait cette épaule, tête-épaule inversée ici, et qu'on vient à refuser sur quelque chose qui ressemble à ce niveau-là, donc 2800, plus ou légèrement au-dessus, hein, s'il y a une petite prise de liquidité au-dessus, c'est pas gênant. Et puis derrière s'en va. Alors là c'est le drame parce que en fait la trend continue à faire son job. On reste sur une tendance baissière et on a une possibilité que quelque chose d'horizontal vienne attaquer quelque chose d'horizontal, puisque le support séculaire entre guillemets ici pourrait éventuellement être attaqué par ce support-là horizontal. Donc moi, c'est ce que je dis, je trouve que la configuration est très baissière, si jamais on vient en même temps tester la trend de distribution qui est là, et en plus un niveau horizontal, d'accord ? Encore plus baissier, si jamais on short squeeze, mais qu'on se retourne derrière, c'est-à-dire que typiquement, ce 1 heure vient à tenir. D'accord ? Typiquement, genre, je fais ma prise de liquidité, je viens juste couvrir ça, par exemple, 3000. Je viens tester 3000, mais par contre, boum, alors ça, c'est terrible, c'est horrible, parce que on perd tous les shorts qui étaient dans cette poche-là. En même temps, ça a vendu, ça veut dire que cette zone a été vendue, au sens où, comprenez bien que liquider un short égale un acte d'achat, donc celui qui avait ouvert du long ici sera en train de potentiellement vendre là-dedans si on y va. Et si jamais il a fini et que derrière, la cassure du prix n'engendre pas dans la psychologie, par exemple des traders de cassure de résistance plus retest, ici, d'accord, n'engendre pas un achat massif, dans la psychologie de l'histoire, et bien à ce moment-là, ça veut dire que le prix reste baissier. Et que c'est les institutions qui sont plutôt sur du contrat dérivé, achat ici et vente là, qui ont, entre guillemets, gagné l'histoire. Et elles viendront tout simplement racheter quoi ? Racheter plus bas, d'accord ? Vous aurez compris, j'espère, ici, tous les mécanismes. On vient de faire 20 minutes sur la structure. Globalement, on va vite fait regarder le total 3 et on va insister, bien sûr, sur tout ce qui est eh bien, des news, hein, puisque c'est quand même un truc important à traiter jusque-là. Alors, c'est assez propre aussi sur l'altcoin dominance, cassure ici, quand on casse en général on accélère, ici on vient accélérer et c'est très propre. Pour le moment j'ai une inversion de polarité un petit peu de ce qui auparavant, vous le voyez sur le 15 minutes qui est là, hein. Donc très propre de ce côté-là aussi. Quel endroit je viens couvrir finalement ? Une imbalance, un accouchement de prix, et je viens échouer sur la montagne, le pic qui doit protéger tout simplement tout le reste du mouvement baissier. Ok ? Pour le moment c'est ça. Maintenant, donc l'altcoin dominance ici, vous le comprenez, vient de prendre un petit rejet, une petite tarte dans la tronche. Où se trouve finalement où se trouve la trend, où se trouve le support, etc. Pour le moment, je trouve qu'on n'en est pas loin avec la petite structure de retournement ici qui est l'épaule tête-épaule qui pourrait être sur sa ligne de coup et donc au retest. C'est pas un problème du tout ici d'utiliser des concepts chartistes pour traiter de la dominance, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Globalement, toutes les charts sont analysables, on peut analyser toutes les charts globalement avec à peu près tous les systèmes. Ici, on l'avait dit aussi, donc attention, puisque là effectivement c'était des endroits où la dominance auparavant avait essayé de... En fait c'est l'endroit où elle a délivré, vous l'avez compris ici très fort, hein, d'accord ? Et on est venu au retest de cet endroit-là. Donc comment vous pouvez voir les choses ? Imaginez que je suis sur une alt, et finalement ici je profite d'un exit pump, un petit peu, d'accord ? Et derrière, en fait c'est un petit peu le même délire. J'avais acheté le support qui était là, le même délire que ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais acheté le support sur des alts. Ici... Globalement, si vous regardez l'altcoin dominance, on pensera surtout typiquement à Sol, à ADA, XRP, enfin les trucs qui ont un peu le vent en poupe dernièrement. Et finalement, qu'est-ce qu'il va falloir tenir ? Donc du coup, j'avais acheté ça, encore une fois, sur le support. Ici, je me suis fait peur, et là, je suis en train de ressortir parce que je m'étais fait peur, ok ? Typiquement la même chose, en fait, que ce que je vous ai déjà expliqué, donc excusez-moi pour la redite, mais en soi, et par ailleurs, finalement, j'ai un peu une traîne quand même à l'accumulation ici, qui est comme ça,
qu'il va falloir tenir. Donc là c'est pareil, ligne de coude, une épaule tête-épaule, potentielle inversion de polarité là aussi, hein. Auparavant c'était une résistance à ce que ça ne se transformerait pas en support. Ici je vous inverse la psychologie et vous avez compris l'histoire. Et puis à l'inverse, cassure de trend quand même, potentiel encore une fois niveau horizontal, et on est sur quelque chose de oblique. Rappelez-vous, en général on n'achète pas quelque chose d'oblique, c'est très, enfin moi ça fait partie des préceptes que j'ai tendance à vraiment énormément mettre en avant, en tout cas pour ceux qui aiment à trader la price action. Globalement en général on vient plutôt acheter quelque chose d'horizontal. Donc à ce stade, celui qui se dira bah merde j'ai loupé le mouvement, j'aimerais bien re-rentrer sur les alts, attendra déjà potentiellement que le prix lui montre quand même le fait qu'on ne perde pas au moins ce niveau horizontal là. Acheter quelque chose d'oblique, pour moi les choses obliques sont un petit signal. On le voit d'ailleurs typiquement, c'est des premiers signaux, et on le voit typiquement là-dedans où finalement dès qu'on l'a cassé, il y a une accélération, d'accord, et c'est ça qu'on cherche. On cherche la rapidité dans le trade aussi, hein, c'est-à-dire tout simplement, bon bah ok, je suis au contact, je vois que ça casse, ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut casser? Il faut casser l'horizontalité du niveau, et là bim, une fois, alors soit je sens le vent et j'achète avant, soit finalement je prends le risque, soit bah là j'achète à la volée, mais pour moi c'est pas du tout le genre de choses qu'en général je fais. Voilà un peu l'idée les amis, on va pas trop... Est-ce qu'on va voir un peu la Bitcoin dominance ou pas 61, 41, ouais, elle est en range, hein, d'accord, ok, donc il n'y a pas de nouveauté ici sur du 4 heures, elle tient son bas de range pour finalement revenir à minima, revisiter 61, 89, elle n'a pas forcément rejeté sur les endroits où elle aurait pu, et donc voilà, ici on a eu, qu'est-ce qu'on a eu un délire un peu de ah, peut-être qu'on a une all season. Eh ben en fait non, pas du tout. Le 1 heure à la fin tient, en tout cas je pense. Voilà, vous le voyez, ça tient très bien sur le 1 heure. Donc bah non, pas d'all season pour le moment en tout cas. Et bah ici la seule chose qui peut éventuellement venir péter, du coup, parce que c'est pareil, on avait une cassure qui est un peu l'inverse de ce que vous avez vu hein, sur la cassure de la distribution sur les altcoins, est tout à fait bien sûr conditionné à la cassure de cette accumulation sur Bitcoin. Ça, j'espère que vous l'intégrez, que c'est des choses qui sont globalement opposées. Mais en soi, ici, la Bitcoin dominance nous dit plutôt, bah non, j'ai tenu mon 1 heure, je n'ai pas perdu cette accumulation-là. D'accord, ok, hop, ici. D'accord. D'où cette idée également, hein, et je rejoins mon propos de juste avant, qui est de dire, en général, en price action, on vient pas payer un truc oblique, on vient plutôt payer un truc horizontal. C'est plus puissant. Puisque vous tradez le temps, certes, alors effectivement, là, vous avez finalement vous n'avez rien d'autre qu'un support ajusté par le temps, hein, c'est ça une trend, mais en soi, ce qui est intemporel, bah, c'est le support réellement à l'horizontale, c'est-à-dire temps plus prix. J'espère que je me fais comprendre, ou en tout cas au moins à minima, qu'il y a une espèce que ça déclenche des petites choses un petit peu sympas dans votre honnêteté intellectuelle personnelle, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vérifie si le son marche, parce que je me suis fait avoir un petit peu dernièrement à faire 1 heure de vidéo, les poster, etc. et à même pas me rendre compte qu'il n'y avait pas de son, un petit souci des fois, ça arrive. Bon, alors globalement, la news, c'est Trump qui... alors David Sachs, on va en parler après, mais globalement, c'était alors je sais plus où il était son tweet initial, à notre ami... voilà, qui nous dit bon ben voilà, je vais faire une réserve crypto effectivement. C'est pourquoi mon directive order numéro je sais plus combien va être mis en place et qu'on va travailler sur un groupe qui inclut Ripple, Solana et Cardano. On rendra l'Amérique sera la capitale de la crypto du monde et on va faire l'Amérique à nouveau great again. Et globalement, il nous dit aussi également, alors c'est plutôt derrière David Sachs, qui est le crypto tsar, on appelle ça comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire celui qui va vraiment s'occuper de ce sujet-là, qui dit qu'il y aura une grosse réunion ce vendredi, donc dans 4 jours, le 7 mars. Donc retenez bien cette date, il va se passer des choses. Également, à ce moment-là, pas mal de gens ont dit, mais au fait, David Sachs, il y a un gros conflit d'intérêts parce que c'est quelqu'un qui a énormément de crypto. Alors, on va faire assez vite là-dessus, mais d'une certaine manière, des initiés, oui, bien sûr, évidemment, c'est un fait. Maintenant,
Comment voulez-vous avoir quelqu'un de compétent sur un domaine s'il n'est pas investi dans ce même domaine? C'est une question qu'on peut se poser quand même. C'est-à-dire, là en l'occurrence, on parle de réguler la crypto, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui est dans le business plutôt qu'autre chose. On se rappelle notamment à la SEC, il était totalement interdit d'avoir des cryptos, ce qui est relativement plutôt normal pour les délits initiés, bien sûr, mais globalement, ils n'arrivaient pas à trouver des gens compétents parce que les gens qui étaient extrêmement compétents, quand ils avaient, encore une fois, quand la SEC était évité tous ces conflits d'intérêts-là, les gens qui étaient extrêmement compétents, ne pouvaient pas détenir de crypto. Donc en l'occurrence, je sais pas, entre avoir un boulot certes officiel et avec peut-être un petit peu de pouvoir, mais se retrouver à devoir vendre vos cryptos, il y avait finalement des conflits d'intérêts qui faisaient qu'ils trouvaient pas grand monde. Globalement, pourquoi j'ai retweeté celui-là parce que pas mal de choses intéressantes, oui, notamment simplement le fait qu'il nous a dit Solana, etc. Et puis ensuite, en fait, Trump est venu juste dire, bien sûr, il y aura du BTC et de l'ETH, puisque ETH ne pumpait pas à ce moment-là. En tout cas, voilà, il y a eu surtout gros pump sur, bien sûr, Solana, ADA et Ripple. Ripple a pris plus 30, Solana a effacé les pertes de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il est globalement revenu à plus 20 ou plus 25, Cardano a pris plus 54 au plus haut, et peut-être plus 45 désormais si on regarde sur 24 heures, donc bien sûr c'est un tweet qui a eu énormément de pouvoir au niveau du délit d'initié, et dans ce qu'on peut regarder ici, là-dedans également, il est à dire que, en fait, David Sachs, qui est le crypto-tsar, a vendu toutes ses cryptos juste à l'investiture de Trump, donc le conflit d'intérêt n'est pas. Sauf que il a quand même des parts dans Bitwise. Donc, pour le coup, alors le conflit d'intérêt sur les cryptos, en théorie, n'existe pas. C'est-à-dire que, en théorie, normalement, ça fait pas partie des choses qui sont réellement du marché action. D'accord ? Maintenant, il a encore des parts dans Bitwise. Et quels sont les plus gros holdings de Bitwise? Je vous le donne dans le mille, c'est Solana, Cardano, XRP, Bitcoin et Ethereum. D'accord? Donc, bon, voilà. Ici, pareil, probablement un gros bonnet ici, qui était au courant de l'histoire, puisque juste avant l'annonce, finalement, sur Hyperliquid, il se balance à peu près 5,9 millions d'USDC. Il place un long en levier 50 juste avant l'annonce globalement, et derrière il se met bien puisqu'il a gagné 7 millions. Donc c'est les gens à qui il faut jouer au golf, et c'est pour ça qu'il faut jouer au golf, vous l'aurez bien compris. Troisième chose, et derrière, oui, il a vendu donc tous ces trucs, et puis voilà. Derrière, on a un petit tweet de notre ami Eric Trump qui finalement est le fils de Donald Trump, qui dit je trouve que papa est génial parce que finalement il a annoncé une réserve stratégique un dimanche et ça permet à tous les retails de rentrer. Eh ben non, enfin si, mais non, mais faut arrêter d'être... il faut arrêter d'être con. Il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait arrêter d'être con, et ça serait peut-être pas mal. Mais là, en l'occurrence, non, c'est justement parce que s'il l'annonce, il peut... Enfin, il y a bien sûr des conflits d'intérêts, et bien évidemment, tous ces petits copains, etc., peuvent typiquement faire ce genre de manipulation. Après... Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez une Nancy Pelosi qui dit non, moi j'ai acheté du Nvidia juste avant le Chip Act aux États-Unis, mais c'était juste parce que j'ai bien senti le truc et tout, j'étais pas du tout au courant que ça allait se faire. Ou vous préférez un Trump qui vous dit bah ouais, je suis en train de faire du gros délit initié, j'ai même lancé mon maincoin, regarde, mon gars qui est à la tête de la crypto, il est en train de se gaver, et par contre, il a dit à tous les Américains, vous allez vous gaver. Et ça revient à l'histoire aussi par avant que je vous disais, c'est-à-dire que peut-être que Trump ne voudra pas qu'à un moment donné, on vienne perdre les niveaux de son élection, de l'annonce de son élection, pas son investisseur, parce que son investisseur, depuis son investisseur, on est baissier, et il s'est peut-être rentré un petit peu de l'énerver, puis il dit quoi, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tweet, c'est bon les gars, vous avez accumulé un petit peu l'histoire là et tout, ouais ok ça va, on y va, et c'est parti derrière, on se forme un petit tweet. Typiquement, comme pouvait le faire Elon Musk, etc., il y a des tas de manières de faire du délit d'initié. Vous allez blinder votre cousine et derrière, vous allez blinder la famille. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que le monde tourne. Donc de toute façon, il faut faire avec, ok ? Derrière, je suppose que vous avez vu toute cette histoire avec Zelensky, notamment la prise de bec directement à la Maison-Blanche devant tous les médias, une exécution politique de Zelensky par Trump et J.D. Vance qui ont complètement mis le personnage
à zéro. Globalement, ils l'ont fait passer pour le gars qui vient de taper de la thune un peu tout le temps, qui vient un peu tout le temps, un peu comme ce pote que tu vas avoir, qui vient te taper de la thune 10, 15, 20 fois, puis au moment où tu lui dis non, non, là, cette fois-ci, maintenant, ça fait trop, et il te dit, tu fais chier, pourquoi tu m'as donné 10 fois avant, pourquoi tu me redonnes pas à nouveau? Et puis là, évidemment, il s'est fait un petit peu réprimander, et puis voilà. D'une certaine manière, et globalement, comment je vois un petit peu les choses, je vais mettre en pause une petite seconde. Alors, le bonnet de base pourra se dire, le bonnet de base, excusez-moi le terme, c'est pas du tout, mais pourra se dire, Trump finalement, il veut Canada, Mexique. Globalement, il se recentre un peu sur son continent et il laisse, d'une certaine manière, à la Russie le soin de gérer l'Europe. C'est un petit peu ce qu'on pourrait se penser dans ce cadre-là. Et puis, la Chine, derrière, va s'occuper un petit peu du Sud. Globalement, petit doute sur ce qui se passe en Israël, mais globalement, on va dire base arrière au niveau d'Israël quand même pour les États-Unis, on l'a vu sur les annonces de Trump également. Donc globalement, présence effectivement aux États-Unis, au Middle East, et globalement finalement tout le monde se partage l'Afrique. Voilà, globalement, pour faire très simple. Ça, c'est je trouve le truc complètement basique de la manière de je sais pas si vous avez déjà joué au risque, mais globalement c'est au risque, vous avez presque toute l'Amérique du Nord, ça vous donne 5 armées par tour, etc. Enfin, pour ceux qui ont déjà joué au risque, vous voyez un petit peu l'histoire. Grosso modo, si vous prenez le monde plus comme ça, les choses sont relativement différentes. C'est-à-dire, vous oubliez l'Europe et vous dites, comment va se faire le partage de l'Arctique, d'accord? Et c'est peut-être pour ça également que Trump veut le Groenland. C'est parce que, d'une certaine manière, avec la fonte des glaces, etc., et toutes ces choses-là, finalement, la Russie commence à pouvoir éventuellement avoir des velléités sur les routes maritimes, mais pas que, également, bien sûr, sur tout le reste. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un endroit où ça se touche presque, cette histoire, c'est-à-dire Alaska versus Kamtchatka. Il n'y a pas que ça dans l'idée, il y a également cette idée que si vous regardez en fait finalement le complexe industriel dans sa globalité, en ce moment les actions et c'est pour ça que en fait j'ai retweeté ça pour me rappeler d'en parler, enfin ou en tout cas de faire un petit point là-dessus, de mon avis après. En ce moment, l'Europe est en train de dire il va falloir qu'on se réarme les copains. Et globalement, l'éventuelle fin du traité de l'Atlantique Nord c'est ça. Traité de l'Atlantique Nord, c'est finalement ce lien qu'il pouvait y avoir entre États-Unis et Europe, qui finalement est peut-être en train d'être consommé par cette histoire du Groenland, mais pas que, par finalement le fait qu'on drop l'Ukraine, du côté américain, pardon. Et du coup, pose des questions vraiment intéressantes, mais globalement, d'une certaine manière, je pense absolument pas que ça soit un truc de long terme. Et d'une certaine manière, je pense même que Trump est marionnettisé par un état profond qu'on pourrait qualifier éventuellement de pétrodollar, ok, pas que, de complexe militaro-industriel, je dirais plutôt. Et là, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va y avoir des ventes assez massives à l'Europe, et ce, à prix fort, parce que peut-être que, bien sûr, les Américains pourront pas nécessairement suivre en termes de quantité de F-35 ou que veux-tu, en voilà, de tout ce que vous voulez, pour pouvoir finalement fournir ce besoin européen de s'armer très rapidement. Donc une espèce de fausse sortie de l'Atlantique Nord, mais qui permet tout simplement de relancer un peu le business. Globalement, on était sur ce qui s'appelait à un moment donné les dividendes de la paix. Il y a un moment où ça n'a pas tellement plu au complexe du militaro-industriel, mais pas que, je dirais énergético-militaro-industriel, d'accord? Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a du conflit, ça c'est bien. On a également une Russie qui arrive à plus ou moins vendre son pétrole quand même à tout le reste du continent, ici on va dire Indochine principalement. Sans avoir finalement besoin de le vendre en Europe. On a des États-Unis qui effectivement ont récupéré tout ce qui est GNL et toutes ces choses-là et qui vendent pour le coup à l'Europe à prix fort. On a une Norvège, une Suède, etc. qui sont en train de se gaver littéralement complètement sur tout ce qu'ils vendent à l'Europe également. Et puis on a Arabie Saoudite, etc. qui peut se permettre du coup de fermer le robinet parce que tout simplement on est dans cette idée-là. Donc sur le pétrole on est bien. Sur tout ce qui est armement on est super bien également parce que on a ce conflit en Israël bien sûr. On a bien évidemment ce conflit en Ukraine qui dit à l'Europe arme-toi et vite, attention à la méchante Russie, et pour le coup la narration elle est exceptionnelle de ce côté-là. Du côté russe on vend du gun aussi parce que finalement il y a pas mal d'autres pays qui s'arment également. Je pense également que du côté de
Taïwan, ça va être à peu près le même délire. Et globalement, je pense qu'il y a cette idée d'un faux partage du monde. Finalement, c'est pas pour rien. Même du côté français, on pourrait en bénéficier puisque on sait faire des armes. Mais globalement, c'est pas pour rien que Dassault est propriétaire du Figaro, par exemple. Voilà, c'est pas pour rien que tous ces systèmes-là sont imbriqués. Et quelque part, vous avez des gens, alors je sais pas, je veux pas citer de nom, vous avez des gens dont c'est le boulot d'arriver et de faire du lobbying pour dire attention, il faut absolument que l'Europe s'arme. Allumez LCI, et vous allez les voir, ils sont plutôt, voilà, ils répondent au nom de Titelman, Yakovlev, voilà tous ces gens-là. Et par ailleurs, vous en avez d'autres dans l'autre camp qui font tout à fait la même chose. Mais globalement, à un certain moment donné, il faut, si vous êtes un tant soit peu malin, il n'y a pas matière à comprendre que déjà l'entente Atlantique Nord n'est pas consommée, mais qu'elle est en train tout simplement de juste rebalancer un petit peu d'huile sur le feu de manière à tout simplement effectivement que tout le monde s'arme et ce violemment. Sortie des États-Unis de l'Atlantique Nord, non, je pense pas. Je pense juste que tout le monde va vouloir vraiment qu'on dépense tous 2% de notre PIB pour acheter effectivement américain. Dassault va peut-être en prendre un petit peu. Les Italiens font quelques armes aussi. Les Allemands ont commencé à s'y mettre, etc. Donc voilà, il y a des conflits. Hein, c'est ça aussi le problème. Est-ce que l'Europe va se mettre finalement à acheter du Dassault ? Je crois pas. Je suis désolé, mais je ne pense pas. Je pense que pour le coup, c'est plutôt les Lockheed Martin, etc., qui vont tirer leur épingle du jeu. Alors c'est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas cette possibilité en France d'exporter ce qu'on sait faire, juste parce que on est tributaire effectivement des influences des autres, de l'intelligence, on n'est peut-être pas assez bon justement en intelligence, etc. Et on va dire qu'en diplomatie, on a quand même ici eu un président qui est quand même en dessous de tout. En dessous de tout, pourquoi ? Parce que vous pouvez pas dire tout et son contraire. Vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous avec un chef d'État et dire déjà ce que vous êtes dit. Ça, c'est ce qui a pas plu à Poutine. Et puis derrière, on l'a vu dernièrement, ce qui a pas plu à Trump également, c'est que Macron non seulement disait ce qui s'était dit, mais en plus le racontait qu'il s'était dit des choses qui ne s'étaient pas dit. Je sais pas si vous avez vu ces extraits également. Bref, nuit des Oscars, on s'en tape un petit peu. Bitcoin en Suisse, la Banque nationale suisse qui ne veut pas de BTC comme actif de réserve, ça c'est une info quand même. 93 000 $, optimisme, etc. Réserve, ça on en a déjà parlé. Bitcoin 101, payback in the vogue after 10 billion. Oui, voilà, le Trump put. Crypto Reserve include, voilà, on l'a dit. Tarif barrage sur Mexique, Chine et Canada, encore à nouveau. Il serait question, je crois, de doubler. Ce qui s'est plus ou moins déjà fait. Encore une fois, pour moi, les droits de douane, ça va être une histoire compliquée aux États-Unis, mais je pense que c'est principalement quand même du bluff, en grande partie. Shock to reaction. Alors, bien évidemment, l'Europe qui est choquée par ce qui s'est passé à Zelensky. Encore une fois, revenez dans le contexte de ce que je viens de vous dire par ailleurs. Vous avez tous les gars qui sont sur les plateaux en ce moment et qui vous disent il faut absolument qu'on s'arme et tout, etc. Et vous avez finalement tous les citoyens qui sont OK pour payer du pétrole à 2 $, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. On est plutôt avec une demande qui est ralentie en ce moment, donc le pétrole devrait corriger normalement, mais le complexe géopolitique fait que ça va, ça se vend bien. Et les armes aussi, ça se vend très bien. Alors que, d'une certaine manière, il n'y a pas réellement de guerre en soi, réellement en cours. J'entends par ici de guerre directement. Ah, j'ai été bloqué. D'accord, ok, bon, très bien, pas grave. C'était le calendrier économique, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Alors, dans les trucs un peu importants quand même, on aura le CPI qui va sortir le 12 mars, donc également à regarder. Et puis cette fameuse, bien sûr, réunion sur la crypto qui aura lieu le 7 mars. Donc regardez bien tout ça, c'est important. Les liquidations, eh bien, il se trouve qu'on a liquidé 1 milliard hier ou quasiment, 600 millions en short, 400 millions en long. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde veut se jeter sur l'histoire du potentiel, et je répète que dans l'idée ici, j'ai aussi dit que c'était un potentiel bull trap, donc on a quand même pas mal de monde qui veut se jeter sur l'histoire, mais on a aussi pas mal de monde qui s'était jeté un peu tard sur le bouton short, d'accord ? Donc ça c'est intéressant, voilà, en termes de psychologie, c'est-à-dire que les deux sont enflés dans les deux sens. Globalement, carnet d'ordre, j'ai plutôt des gros ordres autour des 110, j'ai un petit peu d'ordre à la vente, certes, et puis j'ai plutôt des ordres d'achat en dessous de 80, d'accord ? Entre si je devais
Résister à la baisse jusqu'à 80, j'ai rien à l'achat, d'accord. Et j'ai un petit peu de vente ici qui se met en place, je dirais, jusqu'à 100 000, d'accord. Mais globalement, là, il n'y a rien. Ce tweet de Trump, et je le répète, Trump a tweeté ça, certes, c'est bien, ça fait ripump le marché, mais Trump a juste tweeté un truc qu'il avait déjà dit des dizaines de fois, d'accord. Donc, comment va réagir le marché? Bien sûr, et surtout, pour moi, voilà, c'est plutôt qu'est-ce qui va s'annoncer le 7. Et c'est bien qu'on rallume un petit peu la mèche, qu'on rallume un petit peu la bougie, entre guillemets, du cierge à l'église de Trump va enfin faire quelque chose pour la crypto, puisque depuis le 20, en gros, il n'y avait pas des énormes actions qui avaient été faites, et ce petit tweet est quand même en train de nous dire que ok, c'est bon, on y retourne, on va retourner dans le vif du sujet. Et je le répète, pour moi, le truc le plus important, c'est est-ce que on n'est pas dans un président américain qui est tellement mégalo qu'il ne veut pas qu'on passe en dessous du prix du jour de l'annonce de son investiture. D'accord, ça c'est aussi une question que je trouve intéressante. On a short squeezé un peu ce qu'on avait vu. 89 pour moi, voilà, c'était le point intéressant. Et 93,5, 92,4, pardon. 92,4, on en avait pas mal parlé. Au sens où c'était... vous savez que j'aime bien la technique des points pivots, moi. Et en gros, ici on avait des livrets très forts, c'est la trend de jaune, d'accord. Ici on avait des livrets un peu moins forts, c'est la trend de rouge. Donc on pouvait tabler sur 93... Le point commun entre les deux, là, ici, 93,5, parce que, en général, quand vous couchez une trend, la possibilité qui existe, c'est que vous veniez la mettre à plat. Et donc, du coup, cette espèce d'idée de pivot, je pivote autour d'une droite pour finalement finir à plat. Excusez-moi, c'est très mal dessiné, mais vous avez compris l'idée. Donc, globalement, quand je identifie des trends, alors il faut 3-4 touches, il faut que ça soit quand même assez propre, hein, bien sûr, mais quand j'identifie des trends, parfois, ça se met tout à fait comme ça. Donc, globalement, d'une certaine manière, on peut déjà effacer celle-là. C'était celle qui nous permet de garder dans l'idée qu'on avait un point pivot dans cette zone-là, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Oula. Ah oui, d'accord, c'est bon, oui, d'accord. J'ai la main lourde. Donc, on revient sur TLT, non, pas du tout. Sur ceci. Et on a effacé, c'est bon. Donc voilà, plusieurs choses dans le scope, bien sûr. Et on continue sur la liquidité, puisque c'est là-dessus qu'on avait commencé. On en était au carnet d'ordre, marché en levier. On l'a dit. Derrière, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend. C'est-à-dire que j'étais beaucoup, même shorté sur la zone. Ça a laissé penser à un short squeeze. Également ici, bon, ça va plutôt ensemble. J'ai quand même un petit quelque chose, je trouve, ici, sous la structure. Ne serait-ce que dans la structure, déjà, on le voit là-dedans. Ici, c'est l'inverse, je suis shorté. Ici, je suis un peu long, donc on va garder ça. On va le mettre en rouge, par contre, parce que c'est un endroit intéressant. Ici, je suis un peu long aussi. Bon, ça a été squeezé pour moi derrière. Ici, je suis encore un peu long, ça a été squeezé aussi. Je trouve que ce point-là, pour le coup, devient intéressant. 85. Pas sûr qu'on y aille, mais j'aurais même tendance à décaler ça ici. Voilà, et puis ensuite, là je me reprends très fort. Ici, je suis pas mal short sur ce niveau-là, donc on va le reprendre aussi. Et puis derrière, je suis longué depuis le bas. Donc on fait comme ça. Ici, c'est pas un 2 pixels, c'est un 1 pixel. Et on fait comme ça. Où là, pour le coup, c'est un rouge, puisque c'est du point de longue à venir chercher. Et globalement, ouais, il est par là. Attention, parce que ça reste assez substantiel. Ce que je peux voir également sur l'open interest, c'est beaucoup de gens qui sont rentrés sur la news, d'accord. Et ça, en général, on aime bien venir les punir. Alors, venir punir la totalité, pas forcément, mais c'est possible, ça reste possible qu'on revienne à cette borne-là, 17 milliards, d'accord. Auquel cas, il faudra, à minima, que l'open interest se calme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas toujours forcément revenir au prix, d'accord, parce que vous avez très souvent des différences entre quand je me suis mis là, donc ça peut être revenir au prix, ça peut être à 85, mais c'est pas toujours forcément le cas. Mais plutôt ici que ces contrats-là, donc je dois avoir du long ici entre guillemets qui prend profit, qui dit ah ok c'est trop pour moi, je prends profit par exemple. Donc même ça peut être à la hausse ici, on le voit y compris sur les hausses, parfois l'open interest entre guillemets baisse, mais pas que. Voilà, en gros vous pouvez avoir une divergence, c'est-à-dire que on a un open interest qui revient, donc l'open interest c'est le nombre de contrats en circulation qui revient ici, alors que le prix est là, d'accord, c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire j'ai du short qui a pris profit, ça veut dire j'ai du long qui a coupé du profit, etc. L'open interest étant le nombre de contrats en circulation, donc finalement le nombre de BTC qui est à l'intérêt, c'est-à-dire qui est ouvert par le marché. On parle de BTC papier ici, bien sûr, parce qu'on parle de levier.
les liquidations. Avec la heatmap sur 6 jours, sur laquelle c'était plutôt propre, on n'avait pas forcément sur 6 jours besoin d'aller beaucoup plus haut, mais vous allez voir quand on va glisser un petit peu, on aurait besoin d'aller plus... Enfin, il y avait... En fait, on prend que 6 jours glissants ici, donc vous voyez que le prix ici était là. Deuxième chose également, on voit quand même la quantité de longues, effectivement, assez importante depuis les 85 000. Donc, possibilité de retour à 85 000, je dirais à ce stade-là, plus que probable. Attention. Et est-ce qu'on le voit également sur la une semaine, hein, qui est celle qui ne ment pas. Pour moi, c'est vraiment là qu'on vient chercher la liquidité le plus souvent. Ben, on voit le short squeeze ici, hein, jusqu'à un minima, j'ai 92,2. C'est pas flagrant sur la une semaine, je trouve, en tout cas, sur iBlock, qu'on soit tellement chargé sur ces zones-là. On aurait plutôt tendance, je trouve, à charger en dessous, c'est-à-dire de 79 à 84. On est shorté sur le top. En fait, finalement, ça vient... Globalement, excusez-moi, c'est une redite un peu de ce que j'ai mis là. Mais vous voyez que moi, j'aime bien. Quand un robot dit la même chose que moi, voilà, je trouve que c'est... Voilà, j'aime bien quand tout se recoupe. Et globalement, ici, effectivement, une certaine chance, une certaine possibilité de venir à péter la distribution pour arriver au 96-97. Ce qu'on veut voir là-dedans, c'est que on arrête absolument... ici, de voir ce funding monter alors que le prix descend. Vous l'avez compris, hein, ici, c'est que là, on a du monde qui essaye d'attraper. Du coup, de la liquidité qui se crée en dessous. Finalement, les gros disent, bah non, je vais pas acheter là, je vais plutôt venir réaccumuler plus bas. Et donc, du coup, parce que plus bas, j'ai du contrat. Parce que plus bas, j'ai de la liquidation de longue à venir prendre. Donc, je serais plutôt étonné qu'on casse la distribution sans avoir pris 91 193. Sauf à dire que les costards cravates ont décidé que ça allait être le cas, quoi. Hein. C'est-à-dire que ici, on va descendre tout de suite sur le niveau là. Voilà, grosso modo, on est sur le bon contrat, ouais, c'est bon. Voilà, soit ce 15 minutes il tient, ça on arrive à accélérer. Vous voyez que là on touche la distribution, mais pour moi on la pète pas. Pour moi, quand on la pète, ça accélère. Et voilà, d'une certaine manière, on le voit tout de suite. À court terme, on va dire, je serais plutôt étonné qu'on vienne pas faire un petit truc dans ce genre-là pour repartir après derrière. Où est-ce que ça peut se faire? Alors, on a parlé de 88 tout à l'heure et on a parlé de la ligne de coup ici également 86. En l'occurrence, là, le prix, la liquidité nous dit plutôt sous 85. Hein, venir retater un peu de ce niveau-là. 7 000 $ à la baisse, possible. Voilà, pour moi, il fallait ouvrir en dessous ici pour être serein. Ceux qui veulent ouvrir là-dedans, j'aurais tendance à dire plutôt cassure et retest de cette éventuelle distribution ici et sur une petite UT. C'est-à-dire, autant là, on est sous la structure, on peut essayer de trouver une UT plus importante et vous comprenez bien que c'est dommage pour nous, hein, puisque quand je dis nous, c'est moi et mes copains imaginaires dans ma tête, mais globalement, on avait ici ouvert une assez conséquente position entre 88 et 83. Malheureusement, elle a été perdue. On a été obligé ici de se retrancher sur une position plus petite qui elle-même prenait quand même une bonne partie de ses profits ici, c'est-à-dire dans la structure, parce qu'on n'avait aucune certitude ici qu'on n'allait pas faire ça, tout simplement. Et derrière, cette position-là, à 93 500, j'en ai ressorti un petit peu, d'accord? Donc, en soi, parce que c'est une zone ici de danger. Par contre, je ne reprendrai pas profit ici si on vient faire un bisou à la traîne, hein, d'accord? Vous êtes bien... L'idée ici, c'était que dans le temps, on vienne à un moment donné à 93,5, on y allait tout droit, tant mieux. Donc à partir de là, c'est un petit runner qui va rester pour éventuellement aller cueillir ce qui se passe au-dessus. Ce qui se passe au-dessus, c'est ça, ça, ça et ça. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Ce qui se passe au-dessus est au-dessus. Donc voilà un peu mon avis sur la structure. Pour moi, voilà, petite correction. Et derrière, est-ce qu'on se fait rejeter par la trend ou pas? Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est un bear trap ou pas? Hey, j'ai envie de dire que on a 4 jours, par exemple, jusqu'au 7 mars. 4 jours, petit déplaçage en crabe peut-être ici pendant 4 jours, hein, pourquoi pas, hein, marché qui hésite un peu, quelque chose qui se fait un peu plus gros dans cet esprit-là, entre finalement 91 et 94, je trouve que ça aurait du sens. Derrière un petit rejet supplémentaire, ok, dans les 4 jours, on est le combien là? On est le 11 mars, on a déjà passé le 7 directement. Je suis un peu enflammé. Allez, quelque chose plutôt comme ça. Ici... Si ça passe, tant mieux. C'est-à-dire, on fait une impulsion, une structure bullish et ça passe. Ok. Attention à ça, derrière, hein, vraiment. C'est-à-dire que ça peut être là le rejet et hop, ensuite vous avez ici votre TE
à l'inverse, pourquoi pas. Et ça passe. Mais pour moi, ça risque fort de passer si on a des bonnes nouvelles le 7. Qu'est-ce qui va en sortir le 7 ? Troisième chose également, et j'en reparlerai avec un peu plus d'assiduité demain, mais on aura bien sûr un CPI le 12. Et pour l'instant, l'outil de la Fed de Cleveland est plutôt en train de nous dire que l'inflation va se calmer. 2,83 et le dernier était à 3%. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Paf. 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 Vous voyez comme on essaie d'être précis quand même. Pourquoi il me... Voilà, hop. Le dernier était à 3%, tout à fait. Donc 2,83, c'est une légère diminution. Donc on tiendrait peut-être un petit peu cette diminution-là, donc qui nous emmènerait au 2% à peu près en 2026. Je pense que ça va accélérer ici sur la diminution de l'inflation. Maintenant, pour l'instant, on fera data après data, un peu comme Powell. Hein. Je vois plutôt ici le truc revenir d'ici la fin de l'année, nous donner que de la baisse. Et je vois plutôt Powell baisser les taux et que ça vienne à la baisse rapidement. Maintenant, il y a toute cette idée des tarifs, effectivement. Personnellement, je pense que c'est un truc de polichinelle un peu qu'on... Voilà, pour moi, pour le moment en tout cas. Même si il y avait vraiment donc ces droits de douane énormes qui venaient se poser sur les biens chinois, etc., toutes ces choses-là, ça va être le cas, il y en aura, hein. Mais il va falloir un certain temps avant que ça se mette dans les prix. Et puis, voilà, on surveillera bien sûr tout particulièrement. Ah, et ça, par contre, du coup, je l'ai pas dit. Pas pourquoi il me bloque. Mais il y a un rapport ADP dans pas très très longtemps aussi et un rapport à NFP. Je crois que c'est en fin de semaine. 3 mars. Ou la semaine prochaine. Non, c'est plutôt la semaine prochaine. 7 mars. Oui, 7 mars, rapport à NFP. D'accord ? Donc beaucoup de choses le 7 mars. Rapport à NFP, c'est le taux de chômage. Un unemployment rate ici, il est à 4%. On saura ce que le chômage nous a donné en février, ce vendredi également. Donc vendredi, il y a beaucoup de choses. Je serais étonné que le marché fasse son break à partir de là où on en est maintenant. Hein. Il a digéré la news d'hier, maintenant on est lundi. On va voir aussi à l'ouverture américaine, est-ce qu'il ne nous fait pas un push supplémentaire ? C'est tout à fait possible. Que ça s'excite un peu du côté des institutionnels américains. Et l'ouverture, c'est dans pas très longtemps là. Donc voilà. Si jamais tout ça casse, c'est mignon. Pour moi, c'est 102, d'accord ? Déjà, dans un premier temps, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'aller rechercher quelque chose dans cette boîte-là de liquidité, d'accord ? C'est-à-dire, si ça casse ici, pas tout à fait sûr d'aller tout en haut, mais à minima 102. Grosso modo aussi, vous voyez que si les targets peuvent s'enchaîner en cascade, on a d'autres targets qui nous disent d'autres choses qui sont plutôt boules également depuis un certain temps, mais d'une certaine manière, celui qui verrait là-dedans... Alors je ne dis pas que Bitcoin va y aller, hein, je dis que ça peut être une zone où prendre profit est futé. On a fait 78 à peu près. Hein. Si on vient à casser la distribution qui est là, par exemple, dans ces zones-là, voilà, 128 000, ok. Moi, j'ai d'autres targets à 140 et quelques, 158 ici, mais en l'occurrence, j'ai ravisé à plutôt 146. Bref, déjà, et on parle ici ne serait-ce que de casser l'élargissement qui est là, d'accord ? Donc, c'est possible de le casser, possible que le prix n'aille pas à sa target, hein, ok, on est bien d'accord ici, 128, c'est une target. Parce qu'il y a de la liquidité, parce qu'on sait qu'il y en a un petit peu ici, etc. Et puis parce que c'est globalement ce que nous disent les target chartistes dans leur ensemble. Après, derrière, je peux tout à fait refuser une troisième fois, faire un triple top ici, je peux tout à fait refuser à 102, même si j'ai cassé ça, ok, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pour ça qu'on fait gaffe, on n'est pas stupide. Il n'y a pas de baguette magique ici, ni de boule de cristal sur ce que vont effectivement nous dire les targets. Par contre, assez souvent, on a au moins le nombre de fois où elles sont touchées, etc. On a les statistiques. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'avoir raison plus de 50% du temps, d'accord ? Et on fait pour ça des études, c'est-à-dire qu'on fait pour ça une routine, et c'est pour ça que en permanence, on a une vision du prix. Spéculer, c'est spectateur. Ça vient de spectateur, c'est regarder. Regarder, c'est s'informer. S'informer aussi, c'est à des moments prendre des décisions et avoir des scénarios. Donc ici, ne voyez pas les traders comme des... Il y a une certaine part d'intuition, bien sûr, et il y a surtout une certaine part de
de bankroll. C'est pas parce que vous êtes très bon au poker que vous pouvez pas vous faire bad beat de temps en temps, et c'est pas parce que vous êtes très bon en trading qu'il faut pas de temps en temps perdre un petit peu. Perdre, c'est aussi respirer. Donc vous savez que vous allez parfois perdre, et dans ce sens-là, la taille de position est le truc le plus important que vous puissiez appréhender, d'accord? Donc taille de position égale bon trader. Le système de trading importe peu. Le plus important, c'est la manière dont vous allez gérer votre taille de position. À partir du moment où vous ne savez pas faire ça, il apparaît que vous allez perdre tout le temps, d'accord? Si vous savez faire ça, si vous savez aller chercher une perf, certes, mais la rendre réaliste, relative et pragmatique, et également en toutes circonstances protéger, quoi qu'il arrive, votre portefeuille de trading, c'est-à-dire parfois manquer des opportunités, mais aussi et surtout ne pas se faire attraper par ce marché, eh bien à ce moment-là, vous êtes on va dire, un trader rentable. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, en l'occurrence, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt le scénario type bull trap, ou est-ce que c'est plutôt le scénario type, on réitère en fait que tout ça était plutôt un bear trap, d'accord? Selon la news qui est sortie, et je le répète, j'ai vraiment tendance à pas m'enflammer du tout sur cette news-là, parce que c'est juste un tweet de Trump, en fait, en réalité. Et en soi, c'était des choses qui avaient déjà été annoncées, donc qui sont peut-être potentiellement déjà dans les prix. Donc un retracement haussier ici, d'autant plus sur un mouvement de week-end, et potentiellement assez chargé en retail, d'accord? Donc attention à ça. Cela dit, si jamais aujourd'hui la réponse institutionnelle est intéressante, c'est-à-dire que, à l'inverse sur iBit, on commence à voir que, parce que ça va commencer probablement à côté dans cette box-là, du côté d'iBit, si sur iBit ça se reprend fort, et que là pour le coup ça arrive à nous reprendre, finalement à nous casser les résistances, à reprendre le point de contrôle, d'accord, ici, pas que sur iBit, mais sur la session américaine globalement, à ce moment-là j'aurais tendance à dire, il y a déjà un très très beau signal, comme quoi effectivement le prix va se reprendre de manière un petit peu plus importante et plus marquée dans le temps. C'est-à-dire globalement revenir faire un bisou à minima aux 100 000 $, et peut-être, pourquoi pas, très légèrement au-dessus. Donc, plusieurs scénarios, encore une fois. 90-70 est un scénario qui existe dorénavant, tant qu'on n'a pas réintégré, pour moi, le point de contrôle. C'est là le point pivot. C'est finalement là que je trouve ça très simpliste de réfléchir en range, mais pourquoi pas. On pourra dire, on a réintégré le range, d'accord, et du coup, on va revenir à la borne haute. Le point de contrôle d'un range, c'est ça. Et à l'inverse, un rejet veut dire que le range est en train de nous rejeter. Donc 90-70 reste dans le scope, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, pour moi, le scénario privilégié, ça reste quand même plutôt déjà à minima, dans un premier temps, de pourquoi pas faire quelque chose comme ça, et ensuite casser cette fameuse trend, parce qu'il y a beaucoup de liquidité au-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de liquidité au-dessus, mais vous avez vu que dès que le prix se reprend, tout le monde cherche à longue assez fort cette histoire. Et surtout quand le prix se reprend sur des news qui sont assez évidentes comme ça, on voit le nombre de contrats ici. Alors le nombre de contrats ici, je vous rassure, vu le push du prix, on a du long et du short là-dessus. On le voit vraiment ici, sincèrement, surtout je trouve sur la 6 jours. Où c'est quand même relativement évident. Alors pour moi il y a plus de short, voilà, ici, mais non, c'est pas forcément évident, même sur la 6 jours, on le voit plutôt ici en fait. Voilà, le funding reste dans des zones correctes, 0,01, c'est quasi neutre, ok. Donc voilà. Beaucoup d'argent par contre, beaucoup d'open interest en cours, et vous voyez ici qu'en ce moment on fait des journées à 1 milliard de liquidation quasiment tous les jours, donc ça c'est intéressant à regarder aussi, c'est-à-dire que s'il y en a qui se gavent, c'est quand même plutôt les market makers dans un sens, en ce moment, et tant mieux, parce que leur bonne santé présage de la bonne santé du marché. Il faut pas que ça soit, encore une fois, péjoratif ici. Vous avez parfois des market makers qui viennent attirer la gueule pendant très longtemps, parce qu'ils accumulent la contrepartie d'un marché, par exemple baissier, pendant qu'on est haussier, etc. Et là, en ce moment, comme ça liquide fort, les market makers et les exchanges sont probablement pas mal en train de se gaver, mais c'est plutôt le signe d'un marché en bonne santé, d'accord ? Très volatile, certes, mais en bonne santé.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo, je vais y arriver, de poser une question à la con en fin de vidéo. Et aujourd'hui, la question à la con sera... J'ai vraiment du mal à chaque fois, ça devient même presque une torture. Ah ben non, mais je crois que je l'ai déjà posé. Oui, voilà, est-ce que pour vous, c'est ça, on a posé aujourd'hui une question sur Bitcoin, c'est pas une question à la con du coup, hein. Bitcoin c'est important. Pardon, je l'ai déjà posé, autant pour moi. Va-t-on tout simplement, effectivement, se remettre et réintégrer ce range? Est-ce que ceci est un bear trap ou est-ce que ceci est un bull trap? D'accord? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, etc. Si c'est pas déjà fait, ouvrez des comptes sur les exchanges. Si vous aviez l'intention d'ouvrir un compte sur un exchange, n'allez pas ouvrir des comptes sur les exchanges juste pour ouvrir des comptes sur les exchanges, mais grâce bien sûr au code d'affiliation de la chaîne. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque, affiliation comprise. On est en train de faire un petit peu les comptes ici et on va voir ce qu'on peut éventuellement reverser cette année. Je pense qu'on sera à la même chose que l'année dernière typiquement. Donc très bien. Poussez aussi la chaîne. La chaîne a un peu de mal à booster parce que c'est très long, c'est des vidéos qui sont très longues. Mais moi je fais vraiment la musique que j'aurais aimé entendre. Ça me paraît ici être vraiment le truc intéressant à faire en fait en réalité. Et c'est vrai que les gens qui regardent les vidéos c'est vraiment une communauté un peu très soudé, ou en tout cas voilà, j'ai un très bon taux de par rapport à mon nombre d'abonnés, on va dire, j'ai des abonnés d'une énorme qualité. Donc certes, j'en ai pas beaucoup, mais je fais effectivement pas mal de vues par jour. Mais n'hésitez pas ici, encore une fois, à en parler autour de vous, retweeter éventuellement, ou retweeter les contenus tweetés, certes, mais aussi également... commenter, titiller un peu les algorithmes, et pourquoi pas, encore une fois, en parler autour de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et voilà, tradez safe et éclatez-vous. À très bientôt.